Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui porte sur les énergies renouvelables, une nouvelle tendance ou un besoin pour l'humanité. Je suis Madame Hiba Zoueri, docteur en énergétique. J'ai plusieurs travaux de recherche dans le domaine des énergies renouvelables et de valorisation de déchets que vous pouvez trouver sur mon compte ResearchGate. Je suis ingénieur hydraulique. J'ai enseigné plus de 500 heures à la faculté des sciences de Bizerte. Je suis responsable qualité, formatrice certifiée en communication, art oratoire et techniques d'enseignement moderne. Cette conférence est divisée en 4 parties importantes. Nous allons commencer par définir les énergies renouvelables, voir quelques avantages et inconvénients, les types, et on va finir par une conclusion. Qu'appelle-t-on énergie renouvelable? On peut aussi l'appeler énergie inépuisable. C'est des énergies dont les sources sont inépuisables, telles que le soleil, le vent, les chutes d'eau, les marées, les chaleurs de la terre, etc. Est-ce une nouvelle tendance ou un besoin? Là, on peut dire que la croissance démographique a engendré l'augmentation de la consommation de l'énergie, d'où la pollution suite à l'utilisation accrue des énergies fossiles. Peut-on s'emparer des énergies fossiles et vivre avec les énergies renouvelables? Quel est l'impact des énergies renouvelables sur notre vie et l'environnement? Nous verrons la réponse à ces questions dans les parties qui suivent. Maintenant, on passe à quelques avantages et inconvénients des énergies renouvelables. S'il s'agit d'une source d'énergie inépuisable, disponible à volonté, ce sont des énergies peu polluantes dont le système de production énergétique prolifique plus respectueux à la nature. Comme on a dit que c'est une énergie plus propre que les énergies fossiles, plus écologique, disponible en masse autour du globe et gratuite une fois les installations de production rentabilisées. Prenons l'exemple des énergies éoliennes. C'est une énergie propre sans rejet ni déchets. Elle permet un bon coefficient de performance, une excellente capacité de production et surtout une alternative viable pour les territoires les plus reculés dont l'accès à l'électricité est difficile. L'exemple du solaire, on a deux types de production, soit production d'électricité à l'aide des panneaux solaires photovoltaïques ou par le chauffage à l'aide de panneaux solaires thermiques. Et on peut trouver une exploitation à grande échelle dans les parcs, petite échelle chez les particuliers. Quelques inconvénients des énergies renouvelables, c'est que le coût d'achat des installations il est très important, la rentabilité elle laisse d'attendre des années et cette énergie sujette aux caprices de la nature. C'est-à-dire qu'en l'absence de vent ou de luminosité, on n'a plus d'énergie. Pour l'éolien, elles doivent être placées dans des zones très venteuses où les populations refusent l'implantation à cause des nuisances sonores et visuelles. Pour le solaire, on a un rendement insuffisant pour la subvention à la totalité des besoins énergétiques d'un foyer. On a aussi un problème de recyclage des cellules photovoltaïques et thermiques. Maintenant, on va voir les types des énergies renouvelables. On va commencer par l'énergie solaire. L'énergie solaire photovoltaïque provient de la conversion de la lumière du soleil en électricité au sein des matériaux semi-conducteurs comme le silicium. Ici, on trouve le mode de fonctionnement d'un panneau solaire photovoltaïque où les rayons solaires se transforment en électrodes positifs et négatifs, en électrons positifs et négatifs qui vont être transformés ensuite en électricité. Ici, nous avons les différentes appellations des panneaux solaires photovoltaïques, du panneau à la cellule, et dans l'ensemble de cellules présentent des modules. Et là, on voit les différents types de capteurs. On a un capteur solaire photovoltaïque monocristallin dont le rendement est entre 11 et 16%, polycristallin dont le rendement est entre 10 et 14%, et amorphe dont le rendement entre 5 et 6%. Et là, nous voyons les différents types de capteurs solaires photovoltaïques avec les différentes caractéristiques telles que le rendement, la durée de vie et quelques points forts et points faibles.
L'électricité produite, elle peut être disponible soit en électricité directe, soit stockée dans des batteries ou injectée directement dans le réseau. Dans cet exemple, nous voyons que l'énergie solaire produit de l'électricité qui est directement injectée dans le réseau. Le second exemple, l'énergie solaire, elle est en train de faire le besoin en électricité de la population et le reste est injecté dans le réseau. Le troisième exemple est pour les panneaux solaires thermiques pour le chauffage de l'eau. Et le dernier exemple, il s'agit d'un système de pompage solaire pour les sites isolés où l'accès d'électricité est difficile. Ici, nous voyons un exemple de panneau solaire appelé Smart Flower. Il s'agit d'un panneau solaire sous forme de fleurs et qui est mobile. Le but est de capter le maximum de luminosité pour en fabriquer de l'électricité, pour en produire de l'électricité. Ici, nous voyons un champ solaire qui existe en Chine. Il est offshore. Et ici, le panneau, ce champ solaire existe en Espagne. Il est sous forme de cercle. L'avenir du photovoltaïque dans les pays industrialisés passe par son intégration sur les toits et les façades des maisons solaires. Maintenant, nous allons passer à l'énergie éolienne. Comme les moulins à vent du passé, les éoliennes génèrent des forces mécaniques ou électriques. La puissance mondiale installée est de 200 gigawatts en 2011. L'énergie produite par des aérogénérateurs qui captent à travers leurs pales l'énergie cinétique du vent et entraînent elles-mêmes un générateur qui produit de l'électricité. Les éoliennes peuvent être soit terrestres ou offshore. L'énergie électrico-mécanique produite par une éolienne dépend de 4 paramètres: la forme des pales, leur longueur, la vitesse du vent et la température qui influe sur la densité de l'air. Ici, nous voyons la production mondiale qui augmente en électricité par les éoliennes, qui passe de 75 kW en 1980 à 5000 kW en 2015. Nous voyons aussi l'augmentation de la hauteur des éoliennes qui passe de 17 mètres à 150 mètres. Les différentes composantes d'une éolienne sont les suivantes. Elle est composée d'une pale, d'un moyeu de commode, d'un mât, d'un frein, etc. Ici, un autre type d'éolienne, il est sous forme de roue. Et pour ce type, il s'agit de cellules solaires éoliennes, c'est-à-dire qu'il y a combinaison entre l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour produire le maximum d'électricité. Nous passons maintenant à l'énergie hydraulique. L'hydroélectricité est la troisième source de production électrique mondiale derrière le charbon et le gaz, qui reste très utilisée notamment dans les pays comme la Chine. L'énergie hydraulique est la première source de production d'électricité d'origine renouvelable. Viennent ensuite l'éolien, la biomasse, la géothermie et dans une moindre mesure le solaire et les énergies marines. La production d'électricité hydraulique dépend fortement des précipitations. Les besoins en électrique chez les usagers varient en fonction de plusieurs critères tels que les saisons et les périodes de la journée. Voilà une station de production de l'énergie hydroélectrique. Ces sources peuvent être rapidement mobilisables, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire en 3 minutes à plein régime, alors qu'il faudra 11 heures pour une centrale thermique et 40 heures pour un réacteur nucléaire pour atteindre le même niveau de production. Nous allons voir les différents types de centrales hydroélectriques. On va commencer par les installations au fil de l'eau qui doivent se trouver en zone de plaine sur les fleuves. Voilà les différentes composantes d'une centrale au fil de l'eau. Maintenant, les installations fonctionnant en éclusée qui doivent être surtout localisées en moyenne montagne. Les centrales de lac placées au pied d'un barrage en moyenne et haute montagne.
Voilà un exemple. C'est là le grand intérêt de ces centrales qui sont capables de fournir très rapidement d'importantes quantités d'énergie et d'absorber ainsi les pics de consommation. Voilà une centrale hydraulique. Et maintenant, les stations de transfert d'énergie par pompage qui sont focalisées généralement dans les stations d'épuration. Voilà le principe de fonctionnement d'une centrale de STEP qui est équipée d'un groupe fonctionnement. L'énergie marine renouvelable. L'océan représente un potentiel important en énergie qui peuvent être exploitées par l'homme pour ses besoins. On trouve l'énergie de la houle, les éoliennes offshore, l'énergie thermique, l'énergie osmotique, l'énergie des courants et celle des marées. Ce schéma explique aussi ce même phénomène. On va commencer par l'énergie osmotique. Généralement, quand on met de l'eau douce et de l'eau marine, le mélange entre les deux se fait de l'eau douce vers l'eau marine. Dans le cas d'osmose inverse, c'est le cas contraire qui se passe. Pour l'énergie osmotique, parmi les conditions de mise en œuvre, elle doit être à proximité de l'eau douce et l'eau salée en grande quantité. Parmi les inconvénients, c'est que ça doit être en zone propice où il y a aussi d'autres activités, donc il y a un risque de conflit d'usage. Voilà une installation osmotique. Pour l'énergie homolotrice, l'énergie créée grâce au mouvement des particules d'eau engendrées par l'usage de passage d'une vague. Il doit y avoir toujours des houles régulières, ce qui va gêner les activités nautiques, et il y a aussi un risque d'entretien important. Voilà le mécanisme qui permet de capter le mouvement des vagues ou les houles. L'énergie marémotrice, cette énergie est produite grâce à la différence de hauteur entre les marées basses et les marées hautes. Parmi les inconvénients, c'est qu'il y a un impact environnemental important lié à la construction et à la maintenance. Pour l'énergie hydrolienne, les turbines sous-marines sont mises en mouvement par les courants océaniques ou fluviaux. Parmi les inconvénients, c'est qu'il doit y avoir un entretien et maintenance compliqué et 2 fois plus coûteux que les éoliennes à même production. Voilà le principe de fonctionnement d'une hydrolienne. Pour l'énergie thermique, il s'agit d'utiliser la différence de température entre l'eau de surface et l'eau de profonde. Voilà le mécanisme ou l'installation de production de l'énergie thermique. On passe maintenant à la géothermie comme étant une énergie renouvelable. La géothermie est l'exploitation de la chaleur stockée dans le sous-sol. L'utilisation des ressources géothermales se décompose en 2 familles, la production d'électricité et celle de chaleur. On a différents critères pour cerner ces filières telles que la température. Voilà une centrale qui permet de travailler avec l'énergie géothermique. Quelques avantages, c'est qu'elle est disponible dans tous les sous-sols de la planète, plus écologique. Et pour les inconvénients, c'est que le coût de forage très élevé, il y a parfois un dégagement de vapeur de soufre et il y a aussi un risque d'affaissement. Maintenant, on va passer à une nouvelle énergie renouvelable telle que la biomasse. Ce sont tous des matériaux d'énergie biologique qui sont nécessaires pour la production de chaleur, d'électricité ou de carburant. On a 3 familles, le bois, la biomasse, le biogaz et les biocarburants. Voilà les différents types de biomasse qui sont nécessaires chez les particuliers, les collectivités ou les industriels. Voilà les sources de biomasse qui peuvent être soit cultures et résidus forestiers, résidus agricoles, eaux usées, déchets urbains, résidus d'animaux, etc. La biomasse solide
est introduite dans une chaudière pour le chauffage des bâtiments. La biométhanisation, il s'agit d'utiliser les déchets pour en produire du biogaz utilisé pour produire de l'électricité. Cette électricité, il peut être utilisée, injectée directement dans le réseau ou utilisée dans la station. Pour la chaleur, elle peut être injectée dans les habitations pour le chauffage des bâtiments ou réutilisée pour le chauffage de l'installation. Pour les biocarburants, il s'agit d'utiliser de la biomasse énergétique telle que la colza. Et pour les bio-essences, comme étant un biocarburant, comme la betterave et la canne à sucre. Finalement, on peut conclure c'est qu'on a défini les énergies renouvelables telles que une énergie inépuisable dont les sources peuvent être le soleil, le vent, la chute d'eau, les marées, la chaleur de la terre, etc. Quelques avantages et les inconvénients, c'est que cette énergie, pour les avantages, cette énergie elle est très écologique, elle ne génère pas de déchets, elle est gratuite. Et pour les inconvénients, c'est que le coût d'installation il est très élevé et que sans la présence de sources telles que le soleil ou le vent, on ne peut pas avoir cette énergie. Pour les types d'énergie, nous avons vu l'énergie solaire, photovoltaïque qui peuvent être utilisées pour le photovoltaïque dans la production d'électricité ou le chauffage des bâtiments, le chauffage de l'eau, l'éolien, la géothermie, la biomasse, les énergies marines et l'énergie hydraulique. Je vous propose maintenant d'autres formations suite à cette formation. Je peux vous proposer le dimensionnement d'une installation solaire photovoltaïque, le dimensionnement d'une unité de méthanisation industrielle et ou devenir un expert en énergétique qui nécessite certaines connaissances. Vous pouvez aussi trouver la version anglaise de cette conférence ou ses propositions. J'attends vos demandes et commentaires. Et merci.